Bonjour à toutes et bonjour à tous, et bienvenue dans ce nouveau numéro de Originals, l'émission qui saute de plateforme en plateforme. Aujourd'hui, on se fait un petit tête-à-tête, car je suis, comme chaque semaine, avec Gauthier Jurgensen, journaliste cinéma à Satellifax et créateur de Originals. Et aujourd'hui, vu le sommaire, c'est un peu notre petite conscience cinématographique. Vous savez, comme dans les dessins animés, le petit ange ou le petit démon qui jaillit sur notre épaule. Et ben celui-là, il jaillit quand on regarde quelque chose et il nous chuchote à l'oreille. Tu vois l'acteur qui joue le chauffeur là ? C'est Jean-Germain Gontier. Mais si, tu sais, c'est le routier de Manchester Palavas, le roman sauvage de Kenneth McCullen. Mais si, tu sais, ce réalisateur britannique réputé pour son cinéma social dans les années 60. Comment ça va, Gauthier ? J'ai eu l'impression de passer un peu de temps avec moi-même, là c'était dur. Ça va bien, j'espère que je serai de bons conseils. Pas d'invité cette semaine, mais ça ne nous empêchera pas de passer un bon moment vu le planning. Puisqu'au sommaire, un gros plan sur Gagné ou Perdu, la toute nouvelle vraie série originale Pixar à découvrir sur Disney+. Notre rubrique Ne cherchez plus avec toujours une reco de Gauthier. Et de quoi tu nous parles, Gauthier, aujourd'hui ? Aujourd'hui on va parler de Yellow Jackets, une série Paramount+, avec des grandes actrices telles que Christina Ricci ou Juliette Lewis. On se fera ensuite l'agenda avec une sélection des sorties marquantes de la semaine. Et vous pourrez, comme chaque semaine, retrouver en fin d'émission une interview originale, mais pas celle d'un invité, puisque ce sera à moi de répondre aux questions que tu me poseras. Et absolument. Ouais. Vous écoutez Originals, l'émission 100% plateforme en partenariat avec Cinématiseur, disponible sur toutes les plateformes de podcast. Cette semaine, notre gros plan est sur la série Gagné ou Perdu, la première série originale. Il est sympa ce mot original. Ouais, c'est bien. La première série originale donc du studio Pixar, Gagné ou Perdu, ça s'appelle Gagné ou Perdu, 8 épisodes à découvrir, une vingtaine de minutes à chaque fois. Quand on parle de série originale, c'est la première série non liée à une œuvre connue ou à un long métrage. Oui, c'est exactement ça, parce qu'on avait parlé il y a quelques numéros de Rêve Productions, qui était une série Pixar, mais qui était une série Pixar dérivée de Vice Versa, de l'univers Vice Versa. Donc là, c'est la première fois que Pixar nous propose une œuvre originale à consommer au format série, quoi, en 4 épisodes. Votre café refroidi, un café au lait de soja. C'est hyper chaud. Waouh, oui, alors, merci. Alors à demain, enfin peut-être. Vous iriez prendre un café avec... Oh, Oui. C'est-à-dire que j'ai... Oui, enfin, non, je comprends ça, vous direz rien du tout. Non, mais de toute façon, il est tard, je dois y aller. Je voulais gentiment vous offrir un Oui, il est là, mon café. Oh non, j'en reviens pas, il a recommencé. Chaud. Surtout, on ne se moque pas, on Je ne le préfère regarde souffrir. pas. Vous savez, Franck, c'est comme mon petit frère. On y est arrivé, en finale du championnat. Pourquoi est-ce que tu transpires Ça va, tu vas y arriver, tu vas gérer. Oui, je sais. Génial. Oui, t'es la meilleure. C'est à toi de jouer. Vas-y, Laurie. Les enjeux sont énormes et c'est le genre de défi que nous, on adore. Et je vous fais donc le pitch rapidement. L'équipe mixte de softball du collège, qui s'appelle les Pickles, se qualifie pour un match de championnat. Derrière cette situation, un concept. Chaque épisode sera l'occasion de mettre en avant, avec un style visuel qui lui est propre, le point de vue d'un des personnages différents à la veille de cette rencontre, qu'ils soient joueurs, parents, arbitres, etc., etc. Je rappelle que c'est un dessin animé de Carrie Hobson et de Michael Yates. Première question, Gauthier. Je crois qu'avec les accréditations presse, tu as pu avoir 4 épisodes sur les 8. Si vous avez un compte normal Disney+, et que vous êtes à jour, vous en avez vu 2 la semaine dernière et 2 cette semaine. Donc vous êtes à jour normalement. Première question, je disais, qu'est-ce que tu en as pensé ? Mais pour le moment, j'ai trouvé que c'était une drôle d'idée, cette espèce de Rashomon. En fait, c'est Rashomon. Ouais. C'est un événement, c'est un match de softball. Et puis, on va le regarder à travers plusieurs points de vue, les points de vue de plusieurs personnages. Donc, le premier point de vue sera celui d'une petite fille qui n'est pas très douée au softball et qui n'est pas très dégourdie, mais qui se met vachement la pression. Et cette pression
qu'elle se met va être incarnée sous une forme de petite goutte de sueur qui lui parle et qui lui murmure des espèces de conseils terribles dans l'oreille, et qui, à mesure qu'elle se met de plus en plus la pression, cette petite goutte va devenir de plus en plus grosse et lourde à porter. Comme toujours chez Pixar, c'est des trouvailles visuelles qui sont très étonnantes et qui représentent, qui matérialisent un sentiment qu'on peut éprouver et qui lui donne une forme de réalité. C'est plutôt une bonne idée. C'est ce qu'on avait notamment dans Bref. Il y a des métaphores comme ça qui sont mises en scène. Et là, effectivement, Pixar est passé maître. Hein. Vice versa est construit là-dessus. Entre autres, Elemental aussi. Quelque part, c'est pas des concepts, mais c'est des éléments. Mais pareil, ils ont une façon de les représenter humanoïdes, etc. Ils ont toujours une manière très jolie de mettre en image des idées qu'on a tous. Par exemple, Toy Story, on se dit bien que qu'est-ce que font nos jouets quand on n'est plus dans notre chambre ? Est-ce qu'ils ont une existence quand on n'est pas là ? Monstre Academy, c'était pareil. C'est l'idée de le monstre dans le placard, finalement. Qu'est-ce qu'il veut ? Il veut nous terroriser, mais parce qu'il a besoin de nos cris pour alimenter son petit monde à lui. Pixar a une très belle compétence pour qu'on se familiarise avec des choses sur lesquelles on a du mal à mettre des mots. Voilà. C'est encore le cas ici. Alors tu parlais de cet effet Rashomon, hein, on rappelle, c'est en hommage au film de Akira Kurosawa, Rashomon, qui reprenait ce concept-là, qui vient du théâtre, du début de 1917, je crois, par là-bas. C'est un crime sur lequel il y a plusieurs acteurs et plusieurs témoins, et on voit ce crime à travers les yeux de plusieurs personnages, y compris de la victime. Donc voilà, Kurosawa, c'est dans les années 50 derrière, ça a donné le nom à cet effet-là. Ça apporte quoi concrètement ? Moi, c'est vrai que j'étais pas au courant que c'était comme ça. Moi non plus. Quand j'ai vu le second épisode, j'ai compris. Je pensais avoir la suite du récit, mais non. On revient avec un autre point de vue, un autre personnage dès le second épisode, et ce sera comme ça à chaque fois. Qu'est-ce que ça apporte en termes de grammaire audiovisuelle ? Ça apporte l'idée que un même micro-événement peut être vécu très différemment par des personnes qui sont là, qui sont en présence, et que tout le monde le vit via le prisme de ses petites névroses intérieures. Le second personnage est un personnage de coach sportif, et on va découvrir que lui, il vit seul. L'arbitre. Pardon, c'est l'arbitre. Et oui, c'est tout à fait l'arbitre, qui est par ailleurs professeur de je sais plus quoi, et qui lui vit seul. Il vit seul parce que il est justement un peu comme Kian Kojandi dans Bref, c'est-à-dire qu'il est le pire conseil pour lui-même. Dès qu'une situation va bien avec quelqu'un d'autre, il l'a fait capoter et tout ça. Enfin, il est pas de bon conseil pour lui-même. Il se met une défense trop forte pour ne pas être en présence d'autres gens, et cette défense est matérialisée elle aussi par une espèce d'armure qui se constitue autour de lui dès qu'il a une interaction avec quelqu'un. Une armure médiévale. Voilà. Et un style graphique dans cet épisode qui rappelle un petit peu les jeux vidéo, notamment le logiciel de rencontre. Tout à fait, le Tinder local qui a été inventé pour l'occasion. On va retrouver ça d'ailleurs dans le 4e épisode aussi, avec une application qui est proche de Instagram, puisque on s'intéresse à une mère de famille qui est comme une Instamom, qui est très préoccupée par son image, qui est toujours en train de parler à sa communauté, et sa communauté va s'incarner comme ça sous forme de petits cœurs qui la transportent et qui en font une super héroïne. Tout ça est pas mal inspiré de la pop culture, effectivement. Et alors justement, chaque épisode, effectivement, chaque épisode c'est un scénario, mais ça s'appelle Gagné ou perdu, et pour l'instant c'est quand même pas mal perdu. Ouais. Disons que la série est assez ironique avec ça, c'est-à-dire que ce que raconte profondément la série, c'est que chacun doit prendre des risques dans la vie. On prend le risque de jouer au softball, donc on prend le risque de gagner ou de perdre. On prend le risque d'avoir des interactions humaines, de draguer des gens, et puis parfois on se prend un râteau, parfois ça marche. La vie, c'est de prendre des risques. Et la vie, c'est une succession de gagner ou perdre. Donc ça raconte... C'est une bonne idée, d'autant qu'on pense... devant un Pixar que tout va toujours bien se terminer, mais la vie est plus ironique que ça. Même quand on est de très bonne volonté et qu'on prend des risques et qu'on veut aller de l'avant, parfois on perd. Alors, au sujet de la série en elle-même, est-ce que c'est une bonne série d'animation ? Moi, je vais te dire, j'ai un vrai problème. C'est que j'ai essayé de la regarder avec mon petit garçon, qui a 6 ans, et au fait, je me suis vite rendu compte que c'était pas intéressant du tout pour un enfant, cette série.
En fait, c'est une série qu'on peut même pas voir avant d'avoir 10 ou 12 ans. Parce que ça traite de sujets où il faut une certaine maturité de sensibilité pour comprendre de quoi ça parle. Si tu veux, un homme qui se met une armure psychique à chaque fois qu'il a une interaction avec quelqu'un, on peut se reconnaître là-dedans, mais on peut se reconnaître là-dedans à partir de, je sais pas, 25 ans, 30 ans, quoi. C'est la métaphore de l'escargot. Dès qu'on le touche, il se rentre dans sa coquille. Exactement, ouais. Pareil, qu'est-ce que être une Instamam en 2025, tu vois, ça peut pas vraiment intéresser des enfants. Donc c'est déjà un peu un problème, je trouve, d'avoir aucun lien d'identification avec le jeune public quand tu fais une série d'animation. Bien sûr, il y a des séries d'animation qui sont pour des publics adultes, mais c'est pas vraiment le cas avec Pixar. C'est pas à ça que Pixar nous a habitués, si tu veux. Surtout vu le design choisi, même s'il y a pas mal de prouesses et que ça change d'épisode en épisode, on reste dans le même univers graphique, mais il y a des petites évolutions, des partis pris qui sont pris. Le premier épisode, par exemple, on est très porté sur quelque chose où on sent la matière presque... comment elle est... Je veux dire, les cheveux ont l'air d'être un peu effet paille. La peau brille particulièrement comme si elle était en plastique. Enfin, il y a pas mal de choses où on voit des matières. C'est des choses qui, au fur et à mesure des épisodes, se vérifient, mais il y a des partis pris qui sont pris. On pensait justement à ces applications où on est dans l'univers des jeux vidéo. Donc là, on a toute la culture pop qui est rappelée, etc. Visuellement, on est dans un Pixar, on est dans un film qui est prévu peut-être pour les enfants. Et comme tu dis, il y a des paradoxes. Le premier des paradoxes, c'est qu'il y a de la VF, mais on n'a pas de VO sous-titrée. Elle est sous-titrée en anglais uniquement, ou en chinois, ou etc. On n'a pas de sous-titres français, par exemple. Oui, il y a ça. Et puis, il y a un autre truc que je voulais souligner. Enfin, l'animation, pour parler de l'animation, c'est de l'animation par ordinateur, c'est des images de synthèse. On est très habitué à ça. Si vous avez déjà vu un Pixar, ça ressemble à un Pixar, quoi. Mais il y a un autre truc que je voulais souligner qui, moi, me donne du mal à accéder à la série. C'est que, alors, c'est pas du tout de la faute des producteurs ou des gens qui ont fait la série, qui sont très compétents, mais parfois... Je vais être un peu chauvin là, mais parfois les ricains, ils pensent un peu comme des ricains. Et quand je regarde cette série, je les regarde un peu comme des extraterrestres. Si tu veux, ils voient les choses de leur point de vue exclusivement. Donc je comprends qu'ils aient du mal à comprendre ce qu'est le football, par exemple, parce que c'est pas un truc qu'ils ont l'habitude de faire beaucoup. Mais nous imposer de regarder une série autour d'un match de softball, mais déjà nous, le softball, qui est une sorte de dérivé du baseball, à ce que j'en comprends, on ne sait pas comment ça marche, on ne sait pas quels sont les enjeux du match. C'est totalement 100% ricain de parler de softball, tu vois. Je crois qu'il n'y a même pas 20 000 inscrits dans les clubs de baseball en France. Ouais, c'est ça. Donc, nous, on a du mal à s'identifier à un enfant qui fait du softball ou à une Instamam ou à des trucs comme ça, ou à une petite fille qui, parce qu'un des épisodes parle d'une autre joueuse de l'équipe qui travaille dans une petite cahute qui vend des hot dogs. Pareil, ça c'est très 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 américain. Ils se posent des problématiques qui sont quasi exclusivement américaines, et je trouve ça un petit peu excluant de penser que parce que leur société fonctionne comme ça, toutes les sociétés du monde fonctionnent comme ça, et on comprendra très bien. On s'identifiera tous. Non, et je trouve que devant cette série en particulier, c'est très difficile de s'identifier à qui que ce soit, en fait. C'est vrai que ça fait partie le choix du softball, ça peut être un frein, notamment en France, comme tu le disais, mais pas que. On est habitué, parce que la pop culture nous l'a présenté pendant des décennies maintenant, depuis les années 80, 70 même, à cet univers de collège ou de lycée avec des archétypes comme le fort en sport, la pom-pom girl, etc. Donc ça, on l'a un peu digéré, mais c'est vrai que on retrouve comme ça quelque chose qui va encore plus loin, comme tu disais, et je pense que ça peut mettre certaines personnes sur le côté. Moi, à la base, quand j'ai vu que c'était une série qui parlait de baseball, on va dire, même si c'est du softball, une version allégée, etc., c'est vrai que ça donne pas forcément envie d'aller se coltiner 8 épisodes. Alors, ça reste en toile de fond, et le cœur de la meule, j'ai envie de dire, c'est pas ça parle pas de sport, quoi. Mais je l'apprends que c'était 8 épisodes. Moi, je croyais que c'était 4, tu vois. Je croyais que j'avais tout vu. Non, il y en a 8, ouais. Mais c'est vrai que ça peut être un frein à l'entrée. Oui, c'est-à-dire que voilà, les deux reproches que je fais à cette série d'animation, qui encore une fois est compétente et jolie sur certains aspects, c'est qu'elle ne s'adresse donc ni aux enfants, ni aux gens qui ne sont pas américains, quoi, en gros. Et
parfois je le ressens de manière un peu forte, parce que quand tu vois des films qui parlent de football américain ou de trucs comme ça, on sait qu'on regarde un peu un cliché de l'Amérique et que ça ne nous concerne pas beaucoup. C'est comme si les Anglais nous faisaient un film sur une petite fille qui joue au cricket, tu vois. Ça serait une parodie de ce qu'est l'Angleterre, et ils le feraient consciemment. Sauf que chez les Américains, chez Hollywood de manière générale, il y a une manière comme ça de ne pas avoir conscience que leurs sujets sont leurs sujets, et qu'il est difficile de s'y identifier quand on est de l'autre bout de l'Atlantique, si tu veux. Ça s'appelle le soft power. Quand même, il y a des points, quand même, très bonnes choses dans cette série. Moi, il y a des choses... Dans ce qui m'a marqué particulièrement, dans le bon sens du terme, il y a notamment les ressorts comiques. Il y a des petits ressorts comiques. Tu sais ce qui se passe au second plan des fois, ou juste un gimmick d'un personnage qui revient, ou voilà, dans les détails, il y a des choses qui m'ont vraiment fait rire aux éclats physiquement. On n'est pas dans le jeu. J'ai pas soufflé du nez, comme on dit. J'ai vraiment été plus loin dans le rire. Des trucs très marrants. Ouais. Et que ce soit avec. Alors moi, j'ai vu que 2 épisodes en l'occurrence. Mais dans les 2 premiers, il y a quelque chose qui fonctionne. La façon dont cette espèce de personnage imaginé du poids, du stress, qui a une sorte de blob. Ouais, c'est un blob, la façon c'est de se déplacer en faisant des galipettes et des roulades, ça a l'air de rien, mais il y a plein de soucis du détail quand même. On est en une qualité de production Pixar, et je trouve que ça fonctionne peut-être mieux que le fil de ce qu'ils veulent dérouler. Oui, effectivement. Puis il y a toujours, comme souvent chez Pixar, une écriture formidable avec des moments de grâce étonnants, si tu veux. Quand cette petite fille finit par se retrouver avec sa batte de baseball au moment où elle doit frapper la balle et faire gagner son équipe, et qu'elle sait qu'elle n'y arrivera pas parce qu'elle est écrasée sous la pression de ce blob, justement. Quand son papa, qui lui est le coach, voilà, c'est son père qui est le coach. C'est son papa qui est le coach. Quand son papa vient la voir pour lui dire « Écoute, arrête de le faire pour me faire plaisir. Fais-le pour te faire plaisir à toi. » Ça, c'est très, très beau. Et c'est justement le moment où le blob se dégonfle complètement et où elle se sent libérée. Il y a toujours des moments comme ça de très grande grâce chez Pixar, même quand ils font des ratés, et ce qui n'est pas le cas de cette série, même quand ils font des films que je trouve beaucoup moins forts, type Cars 2 ou même Rebelle, ou des trucs comme ça, il va toujours y avoir des touches d'émotion qui sont, enfin, que je ne retrouve jamais ailleurs, même pas chez les classiques Disney, même pas chez Ghibli. Je trouve qu'ils ont cette grande intelligence là, en tout cas. Et le coach, justement, qui parle en langage des signes, c'est les 5 premières minutes du premier épisode, et ça, c'est vraiment à mourir de rire. C'est très drôle de se moquer parce que dans le baseball et le softball, on parle beaucoup par langage de signes pour se dire tire la balle plutôt vers la droite, ou avec un effet comme ceci ou comme cela. Et là, le langage des signes a pris des proportions beaucoup trop géantes, quoi. Merci beaucoup Gauthier, donc je rappelle que Gagné ou perdu, au-delà des polémiques, parce qu'il y a eu des polémiques aussi autour de cette série par rapport à des personnages transgenres qui ont été sortis de l'équation au fur et à mesure de l'évolution de Disney et de la production. Voilà, au-delà de tout ça, vous avez entendu ce qu'on pense de Gagné ou perdu. C'est disponible en tout cas depuis la semaine dernière sur Disney+, et que du coup maintenant c'est un épisode par semaine a priori. Et je vous propose maintenant de laisser les préoccupations existentielles de Pixar pour l'enfer vert du nord des États-Unis. C'est la chronique Ne cherchez plus de Gauthier. Aujourd'hui, Gauthier, tu nous parles donc d'une série. On en est déjà à la saison 2 en France et la saison 3 vient de sortir aux USA. Ça devrait arriver bientôt chez nous, mais on n'a pas encore la date. Non, on ne sait pas encore quand, mais ça reste dans l'actualité, un bon moment pour parler de cette série. Donc voilà, on va suivre une équipe de jeunes footballeuses dans un crash d'avion. Ça s'appelle Yellow Jackets. Je n'oublierai jamais le jour où j'ai appris que leur avion avait disparu. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui s'est vraiment passé là-bas? Tout ce que je sais, c'est que ce qui est arrivé était une tragédie. Mais ces filles-là étaient à part. C'était des championnes. Qualifié pour le putain de tournoi national! Je croyais que tout ce sexe, tout cet alcool, drogue et... Je croyais que si j'abusais de toutes ces choses-là, c'était à cause de ce qui s'était passé là-bas. De ce que j'avais vu.
de ce que je l'avais fait. Salut Misty, espèce de sale pétasse. Ça fait un bail. Je pense que tu sais pourquoi je suis là. Ok, bon, je m'en vais. Donc, de quoi ça parle ? C'est très difficile de faire un résumé efficace de Yellow Jackets parce que voilà encore une série qui se passe sur 2 temporalités. On revient sur un crash d'avion qui a eu lieu en 96. Donc, tout ça est fictif. Hein, on n'est pas en train de raconter une histoire vraie. Et les survivantes de cette équipe de football de lycéennes, hein, en gros, vont former une espèce de petite société tribale dans une forêt, puisqu'elles attendent les secours qui n'arrivent finalement jamais. Elles restent là plusieurs mois. Et Quasiment un an, je crois. peut-être, oui, Ouais, oui. quasiment. Ouais. Ah bah, les 2 premières saisons nous proposent de les suivre sur les premiers mois, en tout cas. Et dans une autre temporalité, on va retrouver ces mêmes personnages, mais 25 ans plus tard, donc au présent. Et elles vont se retrouver, leurs chemins vont se recroiser. Et en gros, elles vont comprendre qu'elles ont besoin, elles ont nourri un besoin de se retrouver tout ensemble, comme une espèce de petite tribu, parce qu'elles ont vécu quelque chose d'assez unique dans cet enfer de la forêt, dans les Rocheuses. En plus, elles sont victimes des saisons, puisque quand l'hiver arrive, bah là, c'est horrible, il n'y a plus d'animaux à chasser et tout ça, donc il faut vraiment trouver des ressources formidables pour pouvoir survivre. On le sait dès le premier épisode, donc on ne dévoile rien, qu'elles vont avoir recours à un cannibalisme certain, puisqu'elles se mettent à se traquer les unes les autres. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut prendre Yellow Jackets pas du tout au sens réaliste, au premier degré, parce que moi, ça m'a trollé un petit peu, cette idée de me dire pourquoi elles restent là, pourquoi elles ne marchent pas toutes dans une direction, ou pourquoi elles ne demandent pas au plus valide, c'est ça, de partir chercher du secours, ou, comme l'avait fait d'ailleurs, pour finir, l'équipe de rugby qui s'était crachée dans la cordillère des Andes dans les années 70. C'est comme ça qu'ils avaient réussi à survivre, pour finir. Donc elles n'ont pas ce réflexe-là, et c'est parce que la série ne veut pas raconter ça. Donc c'est une sorte de fable pour raconter comment une sororité se met en place autour de ces survivantes, et comment elles, en restant là, elles prennent des réflexes de chasseurs-cueilleurs, quoi, et elles redeviennent en symbiose avec la nature. Elles redeviennent sauvages, quoi. Elles sont plus du tout civilisées. C'est ça qu'on comprend dans la deuxième temporalité, celle qui se passe au présent, c'est qu'elles ont toujours une forme de sauvagerie en elles qu'elles auront toujours, en fait. Alors c'est vrai que c'est un peu une sorte de triangle, non pas des Bermudes, mais des Rocheuses, j'ai envie de dire, ou des Appalaches, je suis nul en géographie américaine, où on aurait d'un côté le Cercle des Neiges, Sa Majesté des Mouches, et moi j'ai envie de dire Lost aussi, parce qu'il y a un peu de surnaturel, il me semble. Oui, c'est vrai. Alors, le surnaturel, il est là, parce que dans cette sororité, elles se mettent à penser que la forêt est une divinité à elle seule. Mais il y a toujours ce jeu un petit peu fantastique sur est-ce que la forêt leur fait faire des choses, est-ce qu'il y a un esprit, ou est-ce que l'esprit est plutôt l'esprit qui est en train de les lier, au fait, qui est en elles, les réflexes qu'elles sont en train de développer. Moi, je l'ai pris plutôt comme ça, parce que je trouve que si on met une couche de surnaturel premier degré là-dessus, la série devient un petit peu comme un gâteau énorme que j'aurais du mal à manger, si tu veux. Mais ça m'a aussi profondément intéressé pour autre chose, c'est qu'on y retrouve donc des actrices des années 90, comme Juliette Lewis ou Christina Ricci, qui étaient des actrices hyper importante à l'époque. Moi, j'étais fou d'amour, jeune cinéphile pour ces 2 femmes-là. Et je trouve ça génial que les plateformes leur donnent l'opportunité de continuer leur carrière. On dit beaucoup, et c'est vrai, c'est encore vrai aujourd'hui, que Hollywood invisibilise complètement les femmes dès qu'elles ont passé 40 ans ou 50 ans. Et je trouve ça formidable que ces nouveaux supports propose à ces femmes qui sont hyper compétentes et qui sont des visages qu'on aime, de pouvoir continuer à jouer, à exercer leur métier et tout ça. On est en train de voir ça avec Demi Moore, d'ailleurs, puis qui est devenue la favorite des Oscars avec The Substance. Quand elle a récupéré son Golden Globe, elle a dit, mais non seulement j'ai jamais rien gagné de ma vie, mais en plus je croyais que c'était terminé, moi. Voilà. Là, c'est la même chose. Je suis tellement content
de suivre un truc avec Christina Ricci et Juliette Lewis et toutes les autres, par ailleurs. Oui, les autres, il y a toute une nouvelle vague d'actrices, comme Tony Cypress, comme Sophie Thatcher. On a aussi Mélanie Linsky, qui est là, vraiment présente, etc. C'est un tout petit problème, d'ailleurs, parce que c'est un truc, au fait, comme elles étaient très connues dans les années 90, et qu'on les voit aujourd'hui, quand Sophie Thatcher joue Juliette Lewis jeune, c'est un peu difficile parce que tu as envie de dire bah non, Juliette Lewis jeune, c'était Juliette Lewis jeune, quoi. Je la connais, elle ressemblait pas à ça et tout ça. Idem pour le personnage qu'ils ont pris pour interpréter Christina Ricci jeune, qui lui ressemble un peu plus. Mais ouais, là on est un petit peu. C'est difficile. C'est vraiment deux actrices qui ont été tellement mises en avant dans le cinéma de Scorsese, de Oliver Stone, de Tim Burton, de tout ça. Donc on les connaît extrêmement bien, quoi. Moi, pour rebondir sur ce que tu disais, ce que j'ai apprécié aussi, c'est qu'on est content de les revoir, mais en plus, elles sont pas là pour faire de la figuration. C'est des rôles particulièrement intéressants, complexes, bien écrits. Enfin, je crois que l'écriture des personnages, c'est un truc qui t'a aussi interloqué. Ouais. Alors, parce que quand on est dans le passé, dans les années 90, tous ces personnages sont un peu des archétypes. Il y a celle qui est, comment on dit, celle qui est une tronche. Il y a celle qui est plutôt jolie. Il y a celle qui est bonne en classe. Il y a celle qui est un peu effacée. Donc rebelle. Il y a la rebelle et tout ça. C'est un peu tous des archétypes. Mais quand on les retrouve aujourd'hui, et c'est là que c'est difficile à jouer pour elle et que c'est intéressant de voir ça en action, c'est que, en fait, c'est toutes des psychopathes. Alors, manière, mais elles sont toutes complètement cinglées, quoi. Même la maman idéale. Oui, même la mère de famille. Un côté sombre. Mais c'est la pire de toutes, en fait, quoi. Donc, elles sont devenues des personnes extrêmement ambivalentes et sur le fil de la folie. Et donc, il faut interpréter ça sur 19 épisodes jusqu'à maintenant, 29 avec la nouvelle saison qui va arriver. C'est vraiment un travail pour des actrices très très compétentes, ouais. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est comme on a les deux temporalités qui se croisent et se décroisent au fil du montage. Il y en a certaines qui sont restées sur la touche, puisque la vie dans la forêt a été compliquée pour elles. Exactement. Vous l'avez compris. Et il y en a d'autres qui sont toujours là. Et savoir qui est qui au début, c'est un vrai jeu de chat et de souris. Et on voit qu'il y en a qu'on n'a pas vu. On se dit, peut-être qu'elles n'ont pas été jusqu'au bout. Et puis elles apparaissent au fur et à mesure des épisodes. Et voilà, il y a pas mal de... La série se réserve pas mal d'effets de surprise là-dessus. Ouais, ça marche bien sur la saison 1. On sent qu'elles n'utilisent pas beaucoup les prénoms, justement pour qu'on soit un petit peu confus sur quelle version de qui est dans la forêt et quelle version de qui est au présent. Donc ça brouille un petit peu les pistes sur qui va se faire traquer en premier, qui va se faire manger. Et dans la saison 2, j'ai l'impression que les scénaristes se sont dit ah ben oui, mais du coup c'est un peu un spoiler parce que les versions adultes qui n'existent pas, c'est que toutes les versions jeunes se sont fait manger. Donc on découvre dans la saison 2 des personnages adultes qu'on ne voyait pas dans la saison 1, qui interviennent dans la saison 2. Comme ça brouille encore plus les pistes. Moi, si j'y trouve un petit défaut, c'est que je trouve que le temps passe lentement, en fait. L'action se déroule un petit peu lentement. Et j'aimerais bien voir la fin de l'histoire ou entrevoir la fin de l'histoire dans la saison 3 et qu'on ne nous fasse pas 18 saisons de ce truc-là, parce qu'il y a un moment où en plus on commence par la fin, on commence par elles sont complètement tribales et on sait qu'elles ont été sauvées, donc on voit là où on doit aller, et quand la série piétine un petit peu, on se dit vous noyez le poisson. Ouais. La saison 2 particulièrement a des longueurs, je trouve que là, pour le coup, là où la 1 est assez efficace. Oui, notamment il y a une longueur, je vais être cruel avec ça, mais il y a un fil narratif qui apparaît déjà dans la saison 1, c'est que l'une d'entre elles est enceinte, et donc il y a un moment où il va falloir accoucher madame, parce que on peut pas rester enceinte toute la vie, quoi. Et elle finit par accoucher, et je me disais, donc c'est un accouchement hyper long et pénible en plus, et je me disais en voyant l'accouchement, mais s'il faut se mettre le fardeau d'un bébé dans tout ça, ça va devenir très difficile à écrire.
Et sans surprise, le bébé n'existe pas. Du coup, tu te dis, oh là là, ce fil narratif qu'on a tiré là depuis des épisodes et des épisodes, il se finit comme ça. C'est un petit peu dommage. Oui, parfois, on sent que la série joue un peu la montre. On rappelle qu'il y a aussi Ella Purnell au casting, que vous connaissez peut-être maintenant grâce à Fallout entre autres. Ouais. Et que la saison 3 invite Hilary Swank, notamment. Donc voilà, on attend une date, ce sera sur Paramount+, normalement. Et ça devrait arriver, je pense. On en reparlera quand ça sortira, je pense, au mois de mars. 14 février aux États-Unis. Exactement, c'est une série vraiment très originale. Donc je vous recommande de vous laisser tenter. Merci beaucoup Gauthier, je te propose qu'on enchaîne tout de suite avec les sorties de la semaine. Prends donc ton agenda. C'est fait. Cette semaine, soit la semaine du 24 février au 2 mars, pas mal de sorties. Je vais essayer de les faire assez rapidement parce que le temps file. Ça commence donc depuis le 25 février est sorti un documentaire en 2 épisodes sur Max. Après l'affaire P. Diddy en janvier, on a sur une autre affaire, celle de Kevin Spacey avec Kevin Spacey Unmasked, une série documentaire totalement à charge contre l'acteur avec des nouveaux témoignages qui témoignent pour la première fois notamment à découvrir sur Max. Depuis mercredi 26 février, vous pouvez suivre sur Apple TV+, une nouvelle série qui s'appelle Crank Berlin. C'est la saison 1, 8 épisodes. Alors Crank, ça n'a rien à voir avec le film avec Jason Statham, puisque là, j'y pensais. Si vous avez aimé Hippocrate ou The Pit avec Noah Wyle, Crank Berlin ou Berlin Air Emergency Room dans la langue de Shakespeare, c'est une série faite pour vous. Pourquoi ? Parce que c'est une série hospitalière. Crank Berlin, c'est une sorte de mélange entre The Bear et Urgence. La vie d'une chef, mais cette fois de service hospitalier à Berlin qui se prend toute la réalité du monde de la santé, grignotée de partout et sous tension sur fond de reconstitution de vie personnelle. Donc c'est une série très ambitieuse, mais une série hospitalière assez réaliste, vous l'aurez compris. C'est à découvrir sur Apple TV+. On a aussi une mini-série. Une mini-série britannique, donc j'ai peut-être ton attention Gauthier. Tu as toute mon attention. 4 épisodes où on va suivre 3 mamans, 3 mères liées par leur lien avec l'un des plus grands scandales environnementaux du Royaume-Uni qui s'appelle les empoisonnements de Corby. C'est notamment avec Jodie Whittaker, Amy Lou Wood, Robert Carlyle ou Rory Kinnear. Donc des grands noms du cinéma anglais d'aujourd'hui et d'il n'y a pas très longtemps. 4 épisodes, donc une série de Minky Spiro qui s'appelle Toxic Town, je ne l'ai pas dit, pardon. Toujours sur Netflix, le 27 février, La Meneuse. La Meneuse, c'est Ted Lasso, mais sans Jason Sudeikis, c'est le football anglais, mais avec Kate Hudson et la NBA. Où elle va jouer une présidente de club, et pas une entraîneuse cette fois. Donc c'est le quotidien mouvementé de Isla Gordon, propriétaire de l'équipe des NBA des Lakers de Los Angeles, qui jongle entre sa vie de femme et de maman tout en gérant un groupe sportif qui représente beaucoup d'argent. 10 épisodes sur Netflix. On a quelque chose d'un peu plus changement d'ambiance le 27 février sur Prime avec Nickel Boys. Donc c'est un film, un drame poignant sur l'injustice raciale dans l'Amérique des années 60, inspiré d'un roman de Colson Whitehead qui est inspiré de faits réels, tristement. Elwood Curtis est un jeune garçon noir de Tallahassee dans les années 60 et il est injustement condamné et envoyé dans une maison de redressement pour mineurs appelée Nickel Academy. Vous avez compris d'où vient le titre. C'est de Ramel Ross et c'est un drame, vous l'aurez compris, disponible sur Prime depuis le 27 février. Il me semble que ça a beaucoup de nominations aux Oscars, ça. Je crois aussi. Hein. Je crois. Toujours sur Prime, Fucking Fred comme un léopard. Est-ce que tu as entendu parler de Fucking Fred comme un léopard ? Jamais, mais ça m'intéresse. Alors, ça sort le 27 février sur Prime. C'est une production française, puisque c'est de Clément Cotentin, que c'est le frère d'Orelsan. Ah, mais si, ça y est, ça me revient, pardon. Si. Oui. Voilà, donc qui avait déjà fait Montre jamais ça à personne ou Commencer loin. Et donc là, on a Jonathan Cohen qui s'invite chez Orelsan pour un mockumentaire assez incroyable. Imaginez un monde où Orelsan aurait demandé à Jonathan Cohen de reprendre le personnage de Serge le Mito sur scène. Ok. Imaginez toujours que plutôt que de juste s'arrêter là, c'est Jonathan Cohen. Donc Jonathan Cohen, il fait pas juste Serge le Mito sur scène. Il invente un nouveau personnage, une sorte de Dre 2 appelé Fucking Fred. Et c'est pas tout.
Imaginez maintenant que Orelsan lui lance un défi de vraiment chanter sur scène. Et ben vous avez le récit tordu de ce faux documentaire où tout le monde joue son propre rôle, mais où rien n'est vrai, à moins que... Ouais, je trouve ça génial qu'on invite Jonathan Cohen, qui est un acteur immense, à comme ça explorer sa propre psyché, parce que on a l'impression, moi j'aimerais vivre dans son cerveau, j'ai l'impression que c'est un espace infini, quoi. Ils sont plusieurs. Ouais. Comme on dit. Toujours le 27 février, House of David, saison 1 en 8 épisodes sur Prime. L'histoire et l'ascension en série de la figure biblique du roi David. Tout simplement, j'ai envie de dire. Ouais. C'est 8 épisodes. Le 27 février, toujours sur Prime, une autre série, une nouvelle série, 7 épisodes d'une demi-heure. Ça s'appelle Su Majestad. C'est une série espagnole, j'ai un accent abominable. Une fiction où la fille héritière du roi d'Espagne, encore une jeune adulte plutôt rock'n'roll, se retrouve à devoir exercer le pouvoir bien plus tôt que prévu à cause d'un drame familial. C'est une fiction donc à retrouver sur Prime. Et enfin, on terminera par ça, un film sur Netflix qui s'appelle Bastion 36. C'est tout simplement le nouveau film d'Olivier Marchal, une adaptation cinématographique du roman Flic Requiem de Michel Tourché. Alors un petit pitch. Bien sûr. Un petit pitch, évidemment. C'est un film d'Olivier Marchal. Est-ce que tu penses dans quel univers ça se passe d'après toi, Gauthier ? Il y a des gangsters, des policiers, tout ça. Bastion 36. Ouais. On n'est pas loin du Quai des Orfèvres où on y est ça. même, je crois. Commandant à la BRI, Antoine Cerda est muté à la brigade anticriminalité à la suite d'une sanction de l'inspectrice générale. Transféré à la BAC, il s'éloigne de ses coéquipiers et de son groupe de la BRI, commandé par Sami Belkaïm. Environ un an plus tard, 2 membres de cette ancienne équipe sont tués alors qu'un 3e est porté disparu. Antoine va alors enquêter et se retrouver malgré lui en pleine guerre des polices. Oh, encore un truc sur les guéguerres entre la BRI et la BAC. Bon, c'est pas d'une très grande originalité, mais comme c'est Olivier Marchal, je vais y jeter un œil. C'est un film en plus. Évidemment. Olivier Marchal, donc c'est réalisé par Olivier Marchal et c'est avec Victor Belmondo, Tewik Jalab, Ivan Attal, Juliette Dole, Soufiane Garab ou Lydia Andrei. Voilà. C'est un beau casting, ça fait envie. C'est quand même un beau casting. C'est sur Netflix cette fois, puisqu'il y avait eu un film d'Olivier Marchal il n'y a pas longtemps sur Prime. Tout à fait. Ouais. Là, on est sur Netflix et ça sort le 28 février, donc aujourd'hui même. C'est tout pour aujourd'hui. Super. Je t'avais dit que je ferais ça rapidement. Gauthier, je te propose, attention, de récupérer les questions de l'interview originale. Moi, je reste bien confortablement sur mon siège, car on passe maintenant à l'interrogatoire habituel de fin d'émission. C'est l'interview originale de Romain Menrobéis. Alors, donne-moi ça tout de suite. C'est très très bizarre d'être dans cette situation. J'espère que je vais faire ça bien. Personne ne fait ça aussi bien que toi. Donc, Romain, tu connais le concept, mais on le rappelle pour nos auditeurs et auditrices. 10 questions pour mieux cerner quel utilisateur de plateforme tu es. Est-ce que tu es prêt ? On commence tout de suite. Oh, je suis prêt, Gauthier. Alors, ciné, animé, série, doc, qu'est-ce qui t'attire en priorité sur les plateformes ? C'est une question très délicate pour moi. Il faut faire des choix. C'est vraiment... J'aime pas faire ça, mais je vais faire une vraie réponse de Normand pour celle-là. En fait, j'aime les produits de qualité, j'ai envie de dire. Et donc, du coup, quand c'est Greatest Night in Pop, c'est un doc. Ou quand c'est le truc sur les Beatles sur Disney+, c'est un doc. Quand c'est la nouvelle série avec Robert De Niro, c'est la nouvelle série avec Robert De Niro. Quand c'est Bastion 36, peut-être. Ouais. Tu vois, j'ai pas de... Même les animés, moi, j'ai vu les derniers Ranma. Tu sais que je suis fan d'Arcane. Enfin voilà, donc j'ai pas de chapelle là-dessus. T'es un spectateur assez compétent et tu consommes tout ce qu'on te propose, quoi. Alors tout non, parce que dans chaque catégorie il y a des biens et des pas biens. J'essaie d'aller vers les biens. Voilà. Qu'est-ce qui t'a fait passer le pas pour intégrer les plateformes à tes habitudes, tout simplement ? Alors, c'est vrai que Netflix, on en parlait dès 2014. Il y a eu House of Cards, mais ça n'a pas eu la puissance nécessaire pour que j'aille. Moi, c'est la réponse classique, mais Stranger Things est vraiment un déclencheur où on passe de « tiens, il y a une offre, je vais m'abonner pour voir ». Et puis, au bout d'un moment, ça s'arrête. On avait commencé à découvrir autre chose. Et puis voilà, et puis on s'abonne, et puis il y a un nouveau service, etc., etc., etc. Et toi qui as
co-créé Originals avec moi. Est-ce que t'es pas agressé maintenant par les contenus de plateforme et notre manière d'en consommer tout le temps là? Alors un petit peu, il y a des. Là pour le coup, je regarde des trucs que je ne regarderai pas de moi-même. Ouais. Je me fais un peu de violence là-dessus. Après, ça ronge d'autres activités. C'est ça le paradoxe. Je suis obligé de trouver du temps, donc voilà, c'est ça le plus délicat. D'ailleurs, t'es plutôt nouveauté ou fond de catalogue pour des séances de rattrapage? Mais par la force des choses, les nouveautés, et il y en a beaucoup, hein, on ne peut pas tout traiter et tout regarder. Donc, je vais essayer de regarder ce qui fait un peu la hype, comme on dit. Mais j'aime beaucoup le fond de catalogue. Moi, je suis cinéphile depuis très jeune. J'ai une famille qui est très portée sur le cinéma, le théâtre, etc., et qui m'a passé ce virus-là. Et il y a beaucoup de films que j'ai vus peut-être trop tôt. Et avec des yeux qui ne me permettaient pas de les apprécier à leur juste valeur. Donc il y a beaucoup de films que je re-regarde ou que j'ai oublié ce qui s'y passe quasiment. Et il y a aussi d'énormes classiques qui manquent à ma culture. Et donc du coup, j'essaie de rattraper, mine de rien, les séances de rattrapage. C'est un vrai truc chez moi aussi. Est-ce que malgré tes abonnements, tu loues encore des VOD? Alors moi, oui. Figure-toi, moi, oui. D'ailleurs, j'ai un gros coup de gueule à passer. Maintenant, il y a un nouveau système, c'est où tu peux acheter le film et quelques jours après, tu pourras le louer à pas cher. Mais d'abord, il te propose un achat si tu veux l'exclusivité. Par exemple, j'ai pas vu L'Amour ouf quand il est sorti en salle. Je voulais le voir avant la cérémonie des Césars pour avoir un avis un peu plus exhaustif sur la cérémonie et les lauréats. Et non, en fait, là, je peux l'acheter à 15 balles. Mais si je veux le louer en VOD, ce sera uniquement le jour même. Ah, d'accord, ouais. Donc moi, sinon, oui, je suis consommateur de VOD pour ce que j'aurais raté en salle et que je ne peux pas me procurer par d'autres moyens légaux. Quel est ton rapport au cinéma en salle et à la télévision depuis que tu as intégré les contenus de plateforme à tes habitudes? Il n'a pas vraiment changé. J'allais relativement régulièrement au cinéma, même si c'est pas autant que quand j'étais étudiant. C'est toujours un plaisir, l'expérience en salle, la rupture avec le réel que ça représente, la communion d'une foule silencieuse. Je trouve que ça génère des émotions. Et là, en l'occurrence, il se passe quelque chose au cinéma qu'on n'a pas quand on est chez soi, qu'à un moment on se lève pour aller chercher de l'eau, qu'on regarde son téléphone parce qu'on a eu un message, un truc. Voilà, il se passe un truc au cinéma, et pour moi c'est une zone sacrée, et les plus grands films pour moi sont là, mais ça n'empêche pas qu'il y ait des trucs de très bonne qualité aussi évidemment sur les plateformes. Et la télévision, moi je fais partie d'une génération où ça reste un vrai truc. Je fais partie de la... Tu aimes zapper, quoi. Je fais partie de la génération bébé zapper, donc j'ai gardé ça. Après, je retrouve plus trop mon compte à la télévision par rapport à la télévision que j'ai connue quand j'étais plus jeune. Et j'y vais beaucoup moins, mais quand j'y vais, j'ai des vrais rendez-vous. Voilà. Je vais me permettre de te faire une petite confidence par rapport à ce que tu viens de dire sur la salle de cinéma, mais je crois que je me suis rendu compte sur le tard qu'une partie de ma cinéphilie se faisait aussi parce que la salle de cinéma, c'est un endroit où je sais que pendant 2 heures, on va me foutre la paix totalement. Oui, mais bien sûr. C'est ça. Je suis dans mon siège et j'aurai aucune interaction avec rien. Et ça, c'est pas mal quand même. Est-ce que tu es plutôt serial binger ou consommateur raisonné? Moi, je suis plutôt consommateur raisonné. Hein. J'ai bugué, mais je suis plutôt consommateur raisonné. J'ai la culture de l'attente. J'aime bien laisser un épisode mariner dans ma tête et me poser des questions et en parler avec d'autres gens éventuellement, et puis avoir la semaine d'après quelque chose sur le long cours. J'ai pas de problème avec ça, même si les habitudes de consommation ont fait que j'aime bien quand il y a des diffuseurs, des plateformes qui proposent des fois des épisodes 3x3. Ça, j'aime bien. Donc, on a le mieux des deux mondes, en fait. Oui. Mais sinon, non, j'aime bien prendre mon temps et j'ai pas de problème avec ça. Et voilà, c'est rare que j'enchaîne 5 épisodes d'affilée, quoi. En fait, on voit mieux les choses quand on y va de manière raisonnable, quoi. Oui, pour les digérer mieux, ça permet je sais pas, je trouve que ça... On les regarde mieux, ouais, je crois que ça résume bien. Télé du salon, tablette au lit, téléphone dans les transports, c'est quoi ton support favori pour regarder tes contenus de plateforme? Alors, c'est sans aucune hésitation, télé du salon dans les meilleures conditions possibles pour tout ce qui est produits de plateforme, films, DVD, enfin ce qu'on veut. Téléphone, ça peut arriver, mais uniquement pour du YouTube, par exemple. D'accord, oui. Tu vois, dans les transports, je peux me regarder une vidéo YouTube d'un let's play de jeux vidéo, une vidéo de Bolshevik qui va parler d'un concept, etc. Ouais. Mais par contre, jamais une œuvre de fiction.
Tu t'en sers plutôt comme si t'écoutais un podcast, au fait. Ouais, quelque part. Voilà, des sketchs de France Inter ou de Nova, des trucs comme ça. Est-ce que les productions de plateforme sont un sujet de conversation avec tes proches ? Alors, je fais abstraction de mon univers professionnel, évidemment. Bien sûr. Oui, depuis que je suis en âge d'avoir des souvenirs, dès que je regarde des trucs, j'aime en parler autour de moi. Des fois, ça saoule un peu les gens même, mais j'ai ce truc-là du partage et de parler avec des yeux qui pétillent de certaines choses. Et voilà, les plateformes, aujourd'hui, c'est incontournable. Quand il y avait Game of Thrones, il n'y avait pas encore les plateformes, mais c'est une série HBO. Aujourd'hui, elle serait sur Max. House of the Dragon, c'est sur Max. Quand il y a Stranger Things, c'est pareil, tout le monde en parle, etc. Quand il y a eu Squid Game, ça devient le truc, etc. Même des fois un peu trop. Ça rebute même certains téléspectateurs et téléspectatrices qui, du coup, disent « Ah ben non, tout le monde en parle, moi je veux pas. » Mais voilà, non, oui, évidemment, c'est un vrai sujet de conversation. Mais c'est très vrai ce que tu dis, que s'intéresser à la pop culture, au fait, c'est assez altruiste. C'est une envie de partager avec les gens et d'avoir les mêmes sujets de conversation que tout le monde. Alors, à ton avis, comment est-ce qu'on récompense ces productions de plateforme ? Est-ce qu'on crée des nouvelles catégories dans des cérémonies qui existent déjà ? Est-ce qu'on crée des cérémonies ou des festivals dédiés ? Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, pour le coup, je suis pas, je me considère pas en tout cas comme quelqu'un du monde du cinéma ou de la critique du cinéma. J'y viens de manière un peu empirique, puisque moi je viens plutôt du jeu vidéo à l'origine. Et du coup, je peux parler en libre conscience. Je ferai de peine à personne, je vais froisser aucun ami, aucune relation professionnelle directe. Il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que pour moi, les cérémonies, c'est quelque chose d'un peu sacré. C'est une tradition un peu familiale. Mes parents m'ont passé, comme je t'ai dit, le virus du cinéma, mais pas que. Ils m'ont regardé les Césars en famille, c'est un truc que je connais depuis que je suis enfant. Moi aussi. Oui. Et du coup, tout le monde ronchonne en disant qu'on s'ennuie devant les cérémonies. Alors c'est vrai que elles ont peut-être raté certains virages, et transformations, mutations. Mais j'aime ça, j'aime les cérémonies, j'aime ce moment d'un discours où quelqu'un est touché, j'aime ce challenge, comment on discute avec les amis justement de qui va l'avoir, qui va pas l'avoir, ce genre de truc. Et donc j'aime les cérémonies, j'ai aucun problème avec ça. J'aimerais qu'elles se renouvellent, qu'ils arrêtent de faire des sketchs forcés aussi. Ça, c'est un truc qu'il faudrait vraiment arrêter. Mais voilà, aujourd'hui, on n'aura plus Philippe Noiret, Jean-Pierre Mariel ou Jean Rochefort qui viendront récupérer aucune récompense, évidemment. Mais mine de rien, j'aime ça. Et donc, du coup, dans ces cérémonies-là, qu'elles durent plus longtemps, ça ne me poserait pas de problème. Je ne me vois pas inventer une nouvelle cérémonie pour les plateformes. J'aimerais bien qu'au César, on ait le prix de le meilleur film issu de plateforme ou la meilleure... Alors, il n'y a pas les séries, évidemment. Donc là, c'est peut-être une grande cérémonie sur les séries en France. Ça manque un peu, peut-être. Mais voilà, je pense que je créerai des nouvelles catégories dédiées. Reste à savoir justement après comment on fait, si on fait une récompense suprême après au-dessus qui mélange tout ou pas. Là, ça devient plus compliqué et j'ai pas été jusque-là dans ma réflexion. Mais c'est un vrai sujet puisqu'on s'apprête, toi et moi, à vivre la soirée des Oscars ensemble. Tu as peut-être vu que les Oscars qui se sont beaucoup autocrédités en disant nous, on récompense aussi les plateformes, on considère les films de plateforme exactement comme les autres, etc. Cette année, il y a presque rien issu des plateformes aux Oscars, quoi. Donc eux-mêmes semblent s'auto-corriger un peu comme ça, quoi. Mais alors c'est vrai que c'est deux économies qui sont pas forcément les mêmes. C'est pas les mêmes fonds de production, c'est pas les mêmes maisons de production, etc. Mais moi j'ai un problème si on me met les mêmes choses en même temps. Tu vois, je mélange pas les choux et les patates. Et il y a aucune. J'adore les choux, j'adore les patates. Pour moi c'est la même chose dans le sens où c'est au même niveau qualitatif. C'est égal. C'est égal, mais c'est pas la même chose. Donc je préférerais avoir le prix plateforme, l'Oscar du meilleur film de plateforme et l'Oscar du meilleur film. Mais d'avoir tout mélangé, ça me fait bizarre. Je comprends. Et enfin, la super dernière question. Quelle est ta plateforme préférée dans toutes ces plateformes ? C'est un peu le drama. C'est facile, hein, sur l'audio, il y a 2 plateformes, elles font quasiment 3 plateformes et elles ont tout le répertoire. Ouais. Là, chacune a ses propres spécificités. Il y en a même peut-être trop. J'aimais bien l'idée d'une méta-plateforme que Canal a essayé de faire un temps. Ça s'est pas bien conclu pour eux, mais du coup on va essayer de comparer. Qu'est-ce qu'on a ? On a d'un côté l'interface, il n'y a même pas sujet. Toi, je sais que tu avais cité Netflix notamment pour ça, et c'est vrai qu'ils ont des années-lumière d'avance en termes d'ergonomie, du UX, alors terme technique, voilà,
la façon dont le cheminement de l'utilisateur est fait, le confort, le fait que ça plante pas, voilà, je pense qu'ils sont largement au-dessus et ils sont pas leaders pour rien. Et en plus, si tu demandes à quelqu'un, à n'importe qui, de te citer une plateforme, il va dire Netflix. Oui. Voilà. Directement. Après, si on commence à parler de choix de programme, je trouve que Netflix a eu un passage à vide. Là, ça va mieux, ils retentent des choses. J'aime bien le fait qu'on puisse avoir des productions de différents pays. Sans ça, on n'aurait peut-être pas eu des Squid Game. Alors, c'est pas la meilleure du monde, des séries du monde, même si c'est celle qui a fait le plus parler. Mais on a des choses qu'on n'aurait pas croisées ailleurs. Ça, je trouve ça intéressant. Je crois qu'Apple va s'y mettre aussi, faire des productions comme ça dans les différents pays. Si on parle de catalogue pur, j'étais très content de voir l'arrivée de HBO, parce que les séries mythiques, HBO, etc., c'est un truc, c'est vraiment important. Le catalogue de Max, je l'aime bien sur son fond de catalogue. Tu vois, toutes les séries, les The Wire, les machins comme ça, qu'il faut toujours que je regarde. Coucou Sylvain. C'est prestigieux. Ouais. C'est prestigieux. Et à côté de ça, les nouveautés sont sympas. Tu vois, il y a ce truc en plus. Mais j'ai mes chouchous sur toutes les plateformes. C'est ça qui est un peu embêtant. Tu vois, tu vas pas pouvoir faire le normand sur toutes les questions. Non, bien sûr. Mais c'est pour ça que je te dis, je vais te dire à Max aujourd'hui, du coup, pour voilà. Max pour le prestige du catalogue. Du catalogue HBO historique. D'accord, très bien. Bon, bah c'est super. Écoute, je te rends tes questions et je te laisse terminer cette émission. Refais ton travail comme tu dois le faire. Merci beaucoup Gauthier. Effectivement, c'était Original saison 1, épisode 16. On remercie bien sûr notre partenaire Cinématiseur pour sa confiance et son soutien. On remercie aussi Magic Andou à la production. Et je vous propose de nous retrouver vendredi prochain à 17h pour toujours plus d'actu ciné-série, doc ou animé et toujours plus de créations originales. Salut, à la semaine prochaine.